Ça va, Postacafé? Oui, ça va. T'es mon Et piranha toi? préféré. Oui, c'est. En fait, ça me révolte même plus, en fait. Ça me révolte plus, ça m'écœure même plus. Ça ne fait que confirmer à chaque fois que qu'on a raison de détester et de combattre ce dogme. C'est même pas une question de pragmatisation des apostats. À la rigueur, c'est anecdotique parce que c'est vrai que ça n'arrive pas aussi souvent que ça, mais c'est vraiment pour comment dire, la déshumanisation Mm. que ça met dans la tête des gens. C'est-à-dire, il t'arrive un malheur, j'ai pas d'émotion pour ça. On Ouais, s'en c'est fout ça. parce que C'est c'est comme une ça. épreuve. Ouais, c'est ça, c'est une Oh, épreuve. C'est... sois content, sois contente. C'est que Dieu, il t'aime. Dieu, il t'éprouve. Tu comprends? Ouais. C'est ce truc-là, ce dogme, il transforme vraiment les gens en des gens froids, cliniques, glaciales, cruels. Moi, j'ai pas souvent parlé de détails horribles de mon enfance, mais il y en a, du détail horrible, du très, très, très horrible. Et, et je me souviens un jour, dans mon village, il y avait un vieux. Mais quand je dis vieux, c'est vraiment Il y vieillard, a hein. toujours des vieux dans Barbe tes blanche. histoires, hein. Il y a toujours des vieux dans mon histoire. Non, mais là, c'est une vieille, là. Je crois que c'est la vieille, je crois que c'est la vieille qui a foutu la crève à mon cheval. Et je me souviens, il y avait eu une histoire de dette à, à propos d'un champ de blé ou d'une quantité de blé qui avait été moissonné par quelqu'un pour le compte de quelqu'un. Et il y avait eu des échanges de oui, tu me dois 3 tonnes de blé. Non, c'est pas. Enfin bref, il y avait un truc comme ça. Et une petite fille qui devait avoir 8-9 ans grand max, avait été donnée en gage à ce vieux. Je l'ai vu de mes yeux, je m'en souviens. C'est-à-dire Et quoi, donner en gage? bah, c'est-à-dire, en fait, elle avait été envoyée pour habiter chez lui et servir de, hein, si tu vois ce que je veux dire? Et elle devait tout faire pour lui parce que justement, il était vieux. Oui, Elle donc, faisait le à ménage, minima de l'esclavage domestique, quoi. à minima de l'esclavage domestique et je suis quasi certain qu'il y a eu de la consommation. Mais c'était tabou, il fallait pas en parler Mais c'était à et cause il d'une fallait pas en dette parler. d'argent? C'était à cause de quoi? Et bah, écoute, c'est vieux parce que c'est là, faut remonter dans les années 70, donc c'est très, très, très vieux mais hem voire ouais, mais fin des années 60 et heu et en fait, c'était, comme je t'ai dit, le truc dont je me rappelle, parce que je me souviens qu'il y avait eu une grande, grande, grande dispute, mais vraiment avec des cris, des engueulades, des trucs qui volent, des verres et des trucs qui ont des pierres qui ont volé entre 2 familles parce que je me souviendrai toujours de: «C'était notre blé, c'était notre blé, c'était notre blé. Non, c'était pas le vôtre. Non, si, c'était le nôtre. Non, c'était le nôtre». Mais vraiment une grande quantité de blé, c'est-à-dire, le dans le village, le blé était moissonné et il était posé à même le sol et il y a pas comme ici, des moissonneuses-batteuses qui te font des gros ballots et cetera. C'est-à-dire que c'était vraiment, sur un terrain posé à même le sol et c'était entouré par des épineux et voilà et donc je sais qu'il y avait eu entre 2 villages donc cette embrouille à propos de ce terrain sur lequel il y avait du blé qui avait été soit volé, soit brûlé. J'ai plus les détails, mais tout ce que je sais, c'est que la famille qui était accusée d'avoir, volé ou détruit ce blé avait donné sa fille au vieux de la famille qui possédait le blé en gage, de bonne foi en attendant je ne sais pas quoi et je me souviens aussi d'une fille qui devait être, adolescente et qui avait commis l'acte de chair, le péché de chair dans un champ de maïs et et je me souviens que sa propre mère lui était tombée dessus et l'avait frappée, 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 mais à coups de pierre.
La petite fille, elle était en sang, elle pleurait et je me souviens de des yeux injectés de haine et de sang de cette mère qui avait son enfant entre les mains et qui était en train de la défoncer, c'était vraiment impressionnant et sur le coup, bah, quand j'étais enfant, pour moi, c'était la normalité. Il y avait pas d'élément de comparaison. On n'avait pas la méthode Montessori et la méthode Schleich, tu vois? Ça existait pas le comparatif entre la prévenance, la bienveillance et la violence. Donc pour nous, c'était une sorte de normalité, mais c'est juste, par une psychothérapie que j'ai réussi à exorciser, tout ça dans ma tête et tout ça, c'était pourquoi? C'était parce que, Allah Azza wa Jal, c'était son épreuve. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit contente. Dieu a choisi de l'éprouver. Elle a de la chance. Nous, on aimerait bien être éprouvés. Nous, on n'est pas favorisés. C'est J'ai vraiment une colère inextinguible contre C'est ce ça. fichu dogme. Mais c'est vrai que l'islam, ça crée normalement un climat d'injustice et une acceptation de l'injustice. Effectivement, quand tu inverses la valeur, que tu dis non, mais c'est une épreuve. Donc tu es en train de faire oui, non, t'inquiète, tu as une injustice, mais c'est bien. Allah, il va te récompenser. Donc cherche à subir des injustices limite, tu vois. Donc ça crée un climat où les gens, bah, ils réagissent même plus quand quelqu'un est perdant. Tu vois, ah, il a de la chance, tu vois. Ouais. Et tu vois, souvent, un des trucs qui m'énerve, c'est quand certains croyants viennent te parler à toi ou à d'autres personnes, hein, moi un peu moins parce que depuis plusieurs mois, je suis beaucoup moins actif en termes de live, mais viennent et ils disent, mais c'est pas ça aujourd'hui, c'est pas, mais on s'en fiche. On sait très bien qu'aujourd'hui, nos voisins musulmans ne sont pas dans cette démarche. On le sait, ça. Mais ils ne sont pas, pour moi, ça n'engage que moi, mais ces gens-là ne sont pas musulmans. Ce sont des croyants en Dieu qui ont une certaine quantité de réflexes théologiques liés à l'islam, mais ils ne sont pas l'islam, ils ne sont pas dans l'islam. Ils sont dans une sorte de parfumé à l'islam, aromatisé à l'islam, saveur islam. Ils ne sont pas dans le 100% islam AOP, AOP, IGP, D'ailleurs, AOC, j'avais hésité etc. entre sagesse d'islam et saveur d'islam pour la chaîne. Ah, tu vois? Et donc, moi, quand je m'attaque à l'islam, c'est à cet islam-là que je m'attends, que je Mais, m'attends, mais en fait, c'est ça. que je On a m'attaque. l'impression que, parce que les gens, ils voient souvent, et c'est normal, c'est comme ça que tu déconstruis quand tu as une indication, l'idéologie, l'islam, et l'individu, les musulmans. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à formuler et à formaliser, je pense, mais c'est pas vraiment ça. C'est plus des humains et un spectre de l'islam, tu sais, qui les traverse comme un fantôme et qui les imbibe différemment selon le temps et la location, tu vois. Donc le même mec, ce spectre, il peut s'exprimer différemment où qu'il soit. C'est vraiment ces deux trucs qui sont imbibés en symbiose. Et c'est ce qui fait que c'est très difficile de combattre cette idéologie ou des idéologies totalitaires en général. C'est que t'es bloqué, tu vois. T'es face à des individus qui sont imprévisibles et irrationnels. C'est irrationnel de fracasser ta fille avec un caillou parce qu'elle a baisé dans un chamblay, tu vois. Et imprévisible. C'est-à-dire, il y en a plein qui témoignent, qui disent, moi, j'ai pas compris. Il y en avait un qui disait, il faisait tellement chaud au Sénégal, j'ai bu un verre d'eau pendant le ramadan parce que je travaillais au champ et j'étais en train de crever. Et j'ai vu ma mère, pour la première fois de ma vie, ma mère qui m'a toujours aimé, qui me regardait avec des yeux imbibés de sang, tu vois, énervée. On dirait qu'elle allait me buter. Et elle m'a dit, tu bois encore un verre d'eau de tout le ramadan, t'es plus mon fils. Et le gars, il comprenait pas, tu vois. T'as ce truc, c'est vraiment ce fantôme qui traverse les gens, tu vois. Ouais, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment ça. Et ce qui est tragique, c'est que ce spectre, il peut traverser quelqu'un en l'imbibant à 99%, et la personne ensuite, par le, par le biais des interactions de sa vie, va se retrouver un jour avec 0% de ce spectre. Et des gens vont passer avec 1%, et à l'occasion d'un deuil, d'un accident de la vie, la personne va faire taouba. Et voilà, Et tout est bien qui c'est pour, finit bien. c'est pour ça que c'est dangereux. C'est pour ça que c'est dangereux, ce dogme. C'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il est invisible. C'est comme, c'est comme les publicités que tu voyais il y a plus de 20 ans,
pour lutter contre le sida, où tu voyais des photomontages avec des filles qui étaient extrêmement belles, super belles physiquement et tout, mais tu voyais en travers de leur corps en transparence, tu voyais le virus. On sait pas qui peut, du jour au lendemain, faire les pires des dingueries. Et en fait, même Et s'il s'exprime pas chez toi, tu peux le transmettre à quelqu'un aussi. ouais. Les gens ont l'impression que, il faudrait que nos alaïstes, nationaux ici en France, il faudrait qu'ils ressemblent à des talibans pour que les gens se disent: «Ah oui, ils sont dangereux», alors que ça n'a rien à voir. Je veux dire, il y a des gens ici en France, ils sont habillés en costard cravate, pas de barbe, pas de moustache, iPhone modernisé et tout, mais dans leur tête, ils sont aussi pourris que les gars que tu vois en Sarwell et Khamis et tout ça, Ouais, en Afghanistan, quoi. Dans leur ouais, crâne, ils sont aussi pourris. Ils sont aussi cruels. les pauvres Afghans d'ailleurs, qui méritent pas qu'on leur vole leur vie comme ça. Non, Alors. c'est clair.